Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler d'un sujet alors, dont on a beaucoup parlé, mais en cette rentrée, il est évidemment au cœur de l'actualité, c'est le télétravail. Stop ou encore ce télétravail. La ministre Elisabeth Borne, sous pression d'organisation, la NDRH, a dérégulé, a dit on va laisser aux entreprises le soin de donner le nombre de jours de télétravail. Il n'y aura plus d'obligations et des jours obligatoires, ce qui change un peu tout, parce que certains salariés ont dû revenir au bureau en traînant un peu des pieds, alors qu'ils avaient été plutôt, disent les sondages, plutôt satisfaits de ce télétravail. Et puis, on évoquera dans notre débat des sujets de droit du travail, parce qu'il faut quand même se poser les questions. Est-ce que ce télétravail, qui risque de durer au-delà du Covid, qui semble s'être installé, est en train de déréguler aussi le Code du travail? Est-ce que c'est la fin des 35 heures, puisqu'on a entendu le ministre Bruno Le Maire à la REF, à l'hippodrome de Longchamp, dire qu'il fallait travailler plus, que c'était peut-être la faute des 35 heures. On travaille différemment et on va en parler avec mes invités. Marc-Henri Bernard, merci d'avoir répondu à notre invitation. DRH de Rémy Cointreau. Alors Rémy Cointreau, évidemment, comme son nom l'indique, c'est une marque de spiritueux. Il n'y avait pas que Rémy Cointreau, vous avez une liste assez longue de spiritueux, des whisky notamment et d'autres marques. Vous êtes le DRH aux 3 prénoms, c'est comme ça qu'on vous définit dans les articles. Et puis par ailleurs, pour donner cette information, et elle est importante, vous avez été un professionnel de handball, professionnel de hand, jouant en équipe de France. Ça a peut-être aussi donné un autre regard à la manière dont vous abordez les choses, le travail d'équipe, parce qu'au hand, il faut travailler la main dans la main. Merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir. Patricia Wendling, ravie de vous retrouver. Vous êtes DRH vous êtes DRH chez Human Factor et auteur de Télétravail, mode d'emploi. Ce livre, vous l'avez d'ailleurs présenté sur le plateau il y a quelques mois. Vous avez une posture assez, pas critique, mais voilà, vous n'êtes pas enflammé autour du télétravail, et on écoutera vos arguments dans quelques instants. Et puis c'est intéressant, en parlant de droit, eh bien de se tourner vers le droit. Maître Thierry Meillat, bonjour. Maître, vous êtes déjà venu sur notre plateau à de nombreuses reprises, associé au cabinet Hogan Lovelsa. On va parler droit, parce que c'est vrai que certains patrons doivent venir vous voir en disant mais comment je fais avec des salariés qui bossent la nuit, qui dérégulent, qui me rendent le boulot, mais je ne sais pas trop comment on fait. Et puis on parlera de Citrix qui a sorti une étude, puisque Google a proposé pour les télétravailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette étude, de baisser leur salaire, parce qu'après tout, c'est un deal, vous êtes chez vous, les conditions sont différentes, mais on va baisser un peu le salaire. Marc-Henri Bernard, chez Rémy Cointreau, vous en êtes le DRH. Ça se passe comment cette rentrée, depuis que la ministre vous a dit, vous, DRH et au COMEX, faites ce que vous voulez dans l'entreprise, ramenez les petits poussins au bureau ou autorisez-les à travailler. Comment ça se passe chez vous ? Alors en fait, pour l'instant, on n'a pas changé notre mode de fonctionnement, notre organisation, parce qu'on était toujours sur un rythme de 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail, depuis le protocole qui préconisait de rester en télétravail autant que possible, on va dire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une transition assez douce, finalement, puisqu'on a déjà élaboré les règles de l'après-Covid en termes de télétravail. Vous avez signé un accord ? On n'a pas signé d'accord. En fait, on avait déjà une charte qu'on a modifiée, qu'on a enrichie à la suite du premier confinement. C'est-à-dire qu'on a tiré les enseignements du premier confinement pour essayer de réfléchir à l'après-Covid. Bien entendu, à l'époque, on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps, donc on pensait qu'on pourrait les mettre en application plus rapidement. Et donc, ce moment est en train d'arriver, puisque, en fait, les règles qui ont été définies consistent à faire 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail, c'est-à-dire, en fait, exactement la même configuration que celle d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, en fait, il ne va rien se passer, c'est-à-dire que certains vont Pas de rupture. Certains vont revenir à 5 jours sur 5 pour ceux qui veulent venir au bureau, ou éventuellement faire 2 jours de télétravail. Donc finalement, c'est une transition douce. Pas pour tous les métiers. Pas pour tous les métiers, bien sûr. Il faut en parler. Enfin, je veux dire, j'imagine qu'on parle de gens qui sont au marketing, à la communication, enfin, les commerciaux peut-être éventuellement, mais il y a quand même des gens qui sont obligés de produire. Bien sûr. Ceux-là, ils sont malheureusement, entre guillemets, obligés de rester sur le site, comme ils le sont déjà aujourd'hui. Donc ils sont appelés à rester sur les sites industriels pour vaquer à leurs occupations. Donc là, évidemment, on parle des populations qui sont télétravaillables, c'est-à-dire, si j'ai les bons chiffres en tête, mais vous me corrigerez, je crois que 43% des postes en France, en fait, sont télétravaillables, donc forcément le reste ne l'est pas. Là, on a une photographie d'une entreprise qui finalement nous dit ça n'a rien changé puisqu'on va prolonger ce qui avait déjà été mis en place. Il n'y aura pas de rupture. Quel est le regard que vous portez à la question qu'on pose aujourd'hui, c'est-à-dire stop ou encore ? Est-ce qu'on est dans cette problématique-là ? Est-ce que les chefs d'entreprise, parce que vous les accompagnez, vous les conseillez d'une certaine manière, est-ce qu'il y a un moment de doute comme ça, on est un peu au milieu du gué, quoi. On a fait du télétravail, mais on entend quand même des patrons de PME qui disent il faut quand même qu'ils reviennent, je veux les voir. Il y a comme ça une petite angoisse un peu existentielle là. Elle existe. Hein. Avant ça, je vais souligner que la démarche chez Cointreau, celle dont nous parlait Marc-Henri Bernard, elle est simplement exemplaire.
vraiment exemplaire. Je sais, ça, c'est le DRH. je sais que quand je vous le dis, mais c'est réel. Elle est exemplaire. Avant la crise sanitaire, ils n'ont pas attendu déjà pour être dans ce mouvement-là. Donc, c'était déjà un pas. Le second pas qui a été fait, et ça devrait servir de leçon aux autres DRH et aux directions générales, c'est le retour d'expérience. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et fort de cela, on dessine ce que sera demain. C'est tout simplement exemplaire. Beaucoup ne sont pas dans cette démarche. Beaucoup sont un peu au milieu du guet. Quand on dit stop ou encore, un peu, hein. ils ont plutôt envie de dire stop. Et moi, je leur dis stop et encore. Stop au télétravail en mode dégradé, stop au télétravail sans confiance, parce que c'est le pilier du travail, que l'on soit dans les locaux de l'entreprise ou en dehors. Stop au télétravail qui n'accepte pas que nos salariés soient autonomes et déploient, montrent tout leur potentiel. Mais encore un télétravail qui a été pensé, qui a été co-construit, et c'est bien ce que vous avez fait, qui forme les gens, qui accompagne, parce qu'on voit que c'est un plus pour la qualité de vie et que l'entreprise aussi y est gagnante. La productivité individuelle est bien là. Demain, c'est un vrai facteur de fidélisation de nos collaborateurs, d'attractivité. Il faudra le mettre dans la ligne recrutement. Voilà, donc stop. Et encore, et lui encore, il faut le dessiner ensemble. Thierry Meillat, l'avocat, il y a eu un débat sur la productivité et toutes les études, on peut les accumuler, on les a eues sur ce plateau, la NDRH notamment, qui régulièrement faisait les études, disait, nous, les remontées des 5000 entreprises, globalement, la productivité est là, les salariés ont fait le boulot, peut-être même mieux encore. Tout à fait. Et d'ailleurs, oui, les remontées, c'est que notamment en termes de temps de travail, puisque vous en parliez, de facto, en fait, vous vous êtes retrouvé avec des salariés qui ont travaillé plus, en fait, quand ils étaient en télétravail. Alors, il faut savoir que c'est pas la fin des 35 heures, en tout cas pas légalement, même si c'est un point tout à fait pertinent, c'est que ça a quand même un impact. Les populations qui télétravaillent ou télétravaillables sont en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie, ce qu'on appelle des cadres au forfait. C'est-à-dire pour qui le décompte de leur temps de travail ne se fait pas en heures, donc pas à 35 heures, mais en jours dans l'année. Mais attention, il y a des garde-fous, et ces garde-fous doivent être respectés, notamment dans les chartes ou les accords de mise en place du télétravail. Dans le cadre d'ailleurs des accords de qualité de vie au travail, parce que comme disait Madame, c'est l'autre point essentiel, c'est bien sûr. Télétravail doit rimer avec la qualité de vie au travail, et notamment les chartes ou les accords doivent prévoir des plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté, sauf exception, mais en tout cas, normalement, c'est dans toute bonne charte. Il doit prévenir son entreprise, par exemple, parce qu'il va chercher sa fille à l'école à 17h30, et que sur ce point-là, il doit quand même prévenir qu'entre 17h30 et 18h, il ne sera pas là. Enfin, oui. Alors, et normalement, ça se passe d'ailleurs de façon tout à fait correcte dans la plupart des entreprises que je connais. Effectivement, ça se met en place avec le manager éventuellement. C'est pas non plus quelque chose de très bureaucratique. Mais vous sentez bien quand même, et je vais donner la parole évidemment au DRH de Rémy Cointreau, mais vous sentez bien quand même cette espèce de tiraillement de deux vecteurs qui s'opposent. D'un côté, des salariés qui ont plutôt, dans leur majorité, été satisfaits de ce mode de vie, et des entreprises qui sont un peu hésitantes. Vous le ressentez, ça? Alors, on le ressent, mais moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a quand même eu un changement de paradigme avec les confinements, puisque moi, la plupps de mes clients n'étaient pas du tout dans la citation de Rémy Cointreau. Il n'y avait pas de télétravail, ou très peu, et de toute façon, les gens n'osaient pas en profiter, donc c'était comme s'il n'existait pas, même lorsqu'il était là. Là, maintenant, on se dirige plutôt vers quelque chose qui serait de l'ordre de 2 jours par semaine télétravaillés, avec un jour flottant, comme on dit, c'est-à-dire plutôt laisser à la disposition du salarié, avec des garde-fous, évidemment. Il y a des employeurs, en fait, effectivement, ils veulent qu'il y ait quand même un peu plus de présence. Ils voudraient éviter aussi le phénomène où il n'y a personne le vendredi et le lundi, par exemple. C'est déjà le cas avant le Covid. Voilà, et en fait, on sent que ça est un sujet d'inquiétude. Mais c'est en train de se mettre en place, pas trop mal, en tout cas, dans ce que je vois, moi, dans les entreprises. Donc, je vous repose la question, Marc-Henri Bernard. Exemplarité, vous avez été félicité par Patricia Wendling, mais vous, le DRH, comment on fait pour tenir ces équipes, pour continuer finalement à tenir au bout de sa ligne numérique les salariés, parce que ça vous demande un boulot différent? On travaille différemment quand on est DRH avec des salariés un peu atomisés comme ça? Alors c'est vrai, mais bon, d'abord on s'adapte à la situation et on a eu 1 an et demi malheureusement pour le faire. Deuxième point, c'est qu'on a essayé d'accompagner les managers au travers de formations justement sur comment manager à distance et comment prendre soin des collaborateurs pour repérer les signaux faibles. Vous en avez eu de difficultés. On a eu quelques cas, effectivement, de personnes qui étaient isolées, qui vraiment étaient en limite, qui peinaient.
Je pense notamment à des jeunes qui étaient en colocation dans des surfaces très petites sur Paris, par exemple, qui étaient vraiment en grande difficulté, qui n'avaient qu'une envie, en fait, c'était de revenir au bureau. Donc c'était les jeunes voulaient revenir au bureau. C'est vrai. C'était une libération. Et juste pour revenir sur les règles 3 jours, 2 jours, en fait, pourquoi 3 jours, 2 jours? On aurait pu faire 2 jours, 3 jours. En fait, on a fait le pari de 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail, parce qu'on considère que le centre de gravité doit quand même rester l'entreprise et qu'il faut que les gens puissent se retrouver. Alors après, la grande difficulté, et c'est ça l'enjeu en fait des prochains mois, c'est qu'est-ce qui fera que les collaborateurs auront envie de revenir 3 jours par semaine, parce qu'on a aussi des collaborateurs, alors pas tellement chez Rémy Cointreau, mais on sait qu'il y en a dans pas mal d'entreprises, de personnes qui disent, moi ça fait 1 an et demi que je travaille de Bordeaux alors que je suis basé à Paris, ça se passe très bien, mon manager est content, la performance est là, et donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin de revenir plusieurs jours par semaine? Prenons au dépourvu le DRH parfois, découvrant que le salarié était parti à Nantes ou à Bordeaux en disant écoutez, je suis parti, et vous vous êtes retrouvé, je ne sais pas si vous avez vécu cette scène, mais on a eu la présidente de la NDRH qui nous disait mais j'ai des DRH qui m'ont appelé totalement sidérés, ils avaient quitté le salarié vivant en Ile-de-France et ils le retrouvent à Bordeaux. À vous de vous débrouiller. Vous avez vécu ces... On n'a pas eu ces situations où on a découvert, parce qu'on savait que les gens partaient. Mais ça partait quand même. Ça partait, effectivement. Il y en a qui sont partis pendant quelques mois à l'extérieur de Paris. Et bon, finalement, ils sont revenus parce qu'il y avait aussi cette attractivité à retrouver du lien social, à retrouver l'entreprise, à retrouver le projet commun. Donc voilà. Mais en tout cas, dans les règles de demain, c'est vraiment 3 jours pour être avec un centre de gravité dans l'entreprise. Mais est-ce que c'est, j'aimerais qu'on réfléchisse à cette question, est-ce que c'est la fin de la vie au bureau? Parce que quand on parle à des salariés, je ne parle pas forcément aux DRH qui viennent au bureau, sont là pour organiser, mais les salariés disent, moi, les open space, le bruit, finalement l'ambiance qu'a faite, j'arrive pas à me concentrer. Il y a une étude de la CGT là, qui est sortie sur le télétravail, qui est assez contrastée d'ailleurs, puisqu'ils sont à la fois critiques tout en expliquant que les salariés interrogés sont contents. Ils disent, nous, le bureau, l'ambiance du bureau, c'est bruyant, il y a des tensions, il y a des moments où je peux pas produire comme je le veux, et finalement chez moi, ou en tiers-lieu, parce qu'il y a aussi les tiers-lieux, je travaille mieux. Est-ce que c'est une réalité, ça? C'est une réalité, mais ce n'est pas une généralité. Donc c'est pas la fin du bureau? Non, le bureau n'est pas mort. C'est un peu comme il y a quelques années. C'est ça. On pensait que nos cathédrales étaient... Non, ce n'est pas la fin du bureau. Ce qu'il faudrait qu'on comprenne, et je pense qu'on va dans ce sens-là, c'est qu'il n'y a plus un lieu de travail, mais des lieux de travail. C'est ça. Et ce lieu, on a une fragmentation de l'espace. Ça peut être à son domicile, mais on sait aussi qu'il y a des inconvénients. Ça peut être dans les locaux de l'entreprise, ça peut être des espaces de coworking. C'est tout cela qu'il nous faut penser. On vit une petite révolution quand même, si je peux me permettre. L'entreprise, il y a 20 ans, si on avait imaginé faire ce débat aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des lieux tiers grâce au numérique, avoir un salarié en visio... Même 3 ans. Je dis 20 ans, même 3 ans. Que dit le Code du travail? Parce que la ministre, il y a eu régulièrement des textes émanant du gouvernement fixant les règles sanitaires, obligeant l'entreprise. Là, il y a une dérégulation. Sur le temps de travail, excusez-moi, j'en fais un peu ma marotte, mais comment on fait là? En cas de litige, est-ce qu'un DRH, un employeur peut dire mais il n'a pas fait ses 35 heures? Comment il vérifie? Comment on fait là, concrètement? Excusez-moi. On vérifie de toute façon ce que je vous disais dans les accords et dans les chartes. On va mettre en place des systèmes de plage horaire qui vont permettre de contrôler avec des systèmes autodéclaratifs. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais j'aurais tendance à dire pour les salariés en forfait jour, c'est déjà aujourd'hui pas. C'est vrai. Pour les c'était pas aussi simple que ça non plus. Mais surtout pour moi le débat est moins celui du contrôle du temps de travail qui reste encore quelque chose. On s'est habitué avec le temps. C'est celui du lieu de travail parce qu'on ne sait plus très bien ce que c'est le lieu de travail. Exact. Et juridiquement parce qu'il y a plein de choses. Par exemple, on vous dit le temps de trajet selon que c'est pour aller sur votre lieu de travail. Exactement. Ou entre 2 points alors que vous avez commencé votre journée de travail, ça se calcule différemment et ça a des conséquences différentes, notamment en matière d'heures supplémentaires. Et d'accidentologie. Et d'accidentologie. Et là, c'est quand est-ce qu'on est sur son lieu de travail, quand est-ce qu'on n'est plus, quand est-ce qu'on change. Et là, je pense, lieu de travail, smartphone. Et je pense que là, on va vers des évolutions importantes qui vont, comme souvent, commencer sur le terrain, puis vont passer par la jurisprudence et vont finir dans le Code du travail. Bon, à mon avis. Mais je pense que plus que le temps, parce que le temps, c'est le lieu, même si je pense qu'in fine, on est en train de, comme vous dites, il y aura plusieurs types de temps de travail, il y aura plusieurs types de lieux de travail, on fragmente beaucoup. Mais excusez-moi, je donne la parole à Patricia Wendling, mais j'imagine que vous avez sondé un peu les cœurs chez Rémy Cointreau pour savoir les remontées, vous l'évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous ont dit les salariés qui, depuis 1 an et demi, ont vécu des situations difficiles, un peu dégradées, puis qui finalement, qu'à un cas, s'y sont habitués? Qu'est-ce qu'ils ont fait remonter? Alors en fait, ce qu'ils ont fait remonter, c'est notamment ces fameuses règles, les nouvelles règles, 3 jours de présentiel
présentiel et 2 jours de Ça, télétravail. ils y tenaient, c'était ça. Au travers d'un groupe de travail composé de collaborateurs multisites qui étaient tous sur des postes de télétravail, enfin de télétravaillables, on va dire. Et ensuite, on a fait une autre étude, puisqu'en fait, on va déménager le siège social. Et on voulait connaître en fait les usages futurs du télétravail et de ses règles. Et quand on a fait le sondage, en fait, 2 tiers des collaborateurs, je parle de Paris, donc on est 150 à peu près, 2 tiers des collaborateurs nous ont dit, moi je vais faire 2 jours de télétravail, c'est sûr. 20% nous ont dit, je vais faire 1 journée de télétravail par semaine, c'est sûr. Et à peu près 12 ou 13% nous ont dit, je ferai du télétravail de temps en temps. Donc en fait, c'est massif, c'est vraiment massif. Ce qui fait que vous organisez. Exactement. Et donc du coup, les nouveaux locaux, en fait, on les pense en fonction de ces nouveaux usages. Donc on va passer en flex office avec un taux de foisonnement relativement élevé pour... Il y a des critiques, vous avez vu, on a fait une émission sur le flex office, certains disent, attendez, le côté je tire ma petite tablette informelle, il reste encore les croûtes, les grains de riz qui traînaillent de la veille. Non mais vous avez votre locker voilà, le locker mettre vos affaires. On a l'impression qu'on est à la piscine, quoi. Oui, c'est vrai, mais pour répondre au point de tout à l'heure sur quel est l'intérêt à revenir au travail, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réduire le nombre de postes de travail, puisque par définition, on ne sera pas tout le temps en même temps simultanément sur place. En revanche, les mètres carrés qu'on a dégagés, c'est pas pour faire des économies, ce ne sont pas des aspects financiers, c'est vraiment pour les redéployer sur des espaces collectifs, soit des espaces de travail, création, innovation, etc. Mais qui manquent souvent dans les entreprises. Voilà, ou espaces de convivialité pour que les gens partagent en fait des choses ensemble. Parce que si c'est pour venir au travail et se tanker dans un coin et faire comme on fait chez soi, ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement, ça rejoint votre point sur pourquoi revenir au bureau. Et puis garder, excusez-moi, l'esprit de marque. Non, mais je suis chez Rémi Cointreau. Enfin, faut que c'est le sentiment d'appartenance, le lien social, tout ça, pour nous, c'est essentiel. Et l'échange est créatif aussi. Patricia Wenning, vous avez coupé la parole. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Maître tout à l'heure. Aujourd'hui, on a les lieux de travail. On se dit, la question n'est pas est celle du lieu, mais la question du temps va nous rattraper, si je puis dire, à un moment ou à un autre. Et il faudrait, avant même que nos législateurs ne se penchent sur la question, qu'on comprenne en entreprise, dans les entreprises, que le temps de présence n'est pas synonyme de temps de performance. Et ça, c'est fondamental. Il faudrait qu'on comprenne. Et si on est honnête, si on est honnête et qu'on regarde ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, eh bien, c'est le cas. Le temps de présence n'était pas synonyme de temps de performance. Évidemment. Et c'était déjà le cas quand on travaillait dans les locaux de l'entreprise. Le présentéisme, on sait que c'est un de nos mots en entreprise. Donc on commence par penser ça, par revoir cela. C'est vrai que ça repense. Et peut-être après, le législateur va nous donner les moyens mais il y a quelque chose, et ça a à voir avec la confiance, avec l'autonomie qu'on accorde ou pas à nos salariés. Et pour aller plus loin, et l'envie de s'engager pour sa boîte, se dire, je remonte les manches et j'y vais, quoi. Si je peux me permettre juste une anecdote, mais je me souviens il y a quelques années, quand le télétravail n'était pas encore, je dirais aussi couramment déployé, je l'avais mis en place dans une autre organisation, et je me souviens très bien que certains managers me disaient, mais non, c'est pas possible, parce qu'en fait, si jamais mon collaborateur est chez lui le mercredi, il va glander. Il va glander. Bien sûr. Il veut aller jouer au golf. Et moi, je lui répondais, mais en fait, s'il a le temps de faire le job et d'aller jouer au golf, tant mieux. Tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Tout va bien. Ça, c'est un bel esprit. Je pense que tous les DRH ne parlent pas comme vous. Si je peux me permettre. J'ai lu quelques interviews. Vous êtes quand même très progressiste, quand même, non? Non, vous n'avez pas ce sentiment-là? Dans la grande famille des DRH. C'est juste du bon sens, en fait. Et puis allier la qualité de vie au travail des collaborateurs et la performance économique. Et donc, on peut le faire. Donc là, c'est le fameux gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve et on a envie de donner pour sa boîte. Le droit va forcément évoluer. Vous me dites, c'est pas le temps de travail. Encore ce sera aussi. Ça fera, à mon avis, aussi le temps de travail. Il y a le lieu de travail. J'ai vu qu'aux États-Unis, on pouvait cumuler, vous l'avez vu comme moi, 2 emplois télétravaillables. Pas possible en France sur le plan juridique? Non, en France, vous ne pouvez pas avoir des emplois qui, cumulés, vous conduisent à travailler davantage que la durée maximum du travail. Sauf si un emploi n'est pas déclaré. Après, vous pouvez... Oui, mais ça c'est illégal. Alors là, je ne suis plus compétent. Plus là, quoi. Je ne suis plus compétent. Non, mais par contre, vous pouvez avoir plusieurs temps partiels, évidemment, télétravaillables. Et alors après, des temps partiels, quand on est cadre au forfait, c'est injouable. Compliqué. Il faut faire attention parce que ça se contrôle quand même aussi. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à ça. L'avenir pour vous, c'est quoi? Parce que vous êtes DRH, vous êtes un des membres de l'ANDRH, donc vous avez, vous aussi, au sein de ce club, des discussions, des échanges, de la prospective, de se dire comment on réinvente le travail dans 5 ans, parce que finalement, on en est là. On ne revient plus en arrière. Ça va être compliqué. Ça me paraît juste impossible, et je pense qu'effectivement, le pli est pris pour du travail en mode hybride.
Et après, ce sera une question d'équilibre. Enfin, là, on parle de 3 jours, 2 jours, ce sera peut-être 4 jours, 1 jour ou l'inverse. Mais je pense que de toute façon, la mayonnaise a déjà pris et on ne reviendra pas dessus. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, ce sont des vrais facteurs d'attractivité ou de rétention. Parce que maintenant, on a des collaborateurs, enfin des candidats qui nous disent comment ça se passe le télétravail. On en avait déjà avant. Et évidemment, ça accélère fortement puisque les gens sont soucieux de savoir s'ils pourront effectivement travailler plusieurs fois par semaine depuis chez eux. Donc c'est un vrai critère de choix de la part des candidats pour rejoindre une entreprise. Quand vous recrutez, ou dans les annonces de recrutement, parce que j'imagine que Rémi Cointreau continue toujours à recruter, on rajoute la ligne post-télétravaillable. Alors, on ne l'a pas mise, mais c'est une excellente suggestion que je vais transmettre au directeur des talents. Oui, parce qu'on le demande en tout cas, les candidats. En tout cas, les candidats, ils le demandent, ils demandent un entretien. C'est un petit peu comme il y a quelques années, les candidats qui vous demandaient combien de jours d'IRTT avez-vous. Oui. La suite, on l'a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, à travers la chronique de Fanny Griesmer sur des femmes qui ont subi des charges mentales, je pense aux familles monoparentales. Un couple sur 2 divorce à Paris, on se retrouve à la fois à gérer les enfants, le travail, charge mentale, difficultés psychologiques. Est-ce qu'il faut mettre un peu plus le paquet encore sur le bien-être au travail, l'accompagnement des collaborateurs sur le plan psychologique? Parce que ça, c'est l'envers du décor. C'est-à-dire qu'il y a un côté très sympa, on est chez soi, on est bien, on trouve son environnement. Et puis, il y a quand même eu des gens, des personnes, des femmes notamment, qu'on trouvait quand même à la fois le temps long ou parfois les journées trop courtes parce qu'elles avaient 1000 choses à faire. Mais ceci va être incontournable. On ne peut pas, après ce qu'on a vécu, dire toutes les entreprises désormais, selon moi, doivent avoir pour objectif la performance, la rentabilité, très bien, mais aussi l'épanouissement et le bien-être des collaborateurs. C'est essentiel. Il y a un autre enseignement, c'est que quand on parle de santé, c'est santé au travail, c'est santé en télétravail. Et quand on parle de santé, c'est la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale. Et on découvre, c'est un des enseignements aussi, de nombreux enseignements de cette crise, eh bien qu'on a énormément de choses, on va dire, pour être positif, on a des pistes d'amélioration à ce niveau-là. Oui, on a un vaste chantier et très intéressant à faire. Question naïve, Thierry Meillat, et je la pose aussi au DRH qui est à mes côtés, mais est-ce que le salarié n'est pas en train de prendre le pouvoir avec ce débat du télétravail? Non, mais moi je dis ça comme ça, c'est pour ça que certains cadres ou managers disent tout le monde rentre, je veux les avoir à ma main, c'est moi qui ai le pouvoir. Enfin, il y a quand même ça derrière. Attention quand même, le droit du travail n'a pas changé, c'est-à-dire que le contrat de travail est défini par le lien de subordination. On est d'accord. C'est-à-dire l'employeur, c'est celui qui donne des instructions. Alors, c'est en train de changer, d'évoluer, peut-être. Mais ça évolue parce que... mais c'est surtout qu'il y a peut-être même une remise en cause du salariat plus profondément. Mais oui, c'est-à-dire encore, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le salariat? Mais je vous le dis, attention, surtout à nos amis téléspectateurs salariés. L'employeur reste celui qui a la main. C'est quand même encore lui qui a la main. Oui, mais après, il y a plein d'aménagements. recrutement, mais... Le DRH, il a sa perle rare en face de lui, celui qui recrute les talents. Mais le talent en face, il a oublié de lui expliquer qu'il y avait du télétravail. Le talent ne viendra pas. Donc on est d'accord que c'est celui qui est recruté qui a la main. Ça aussi, un salarié vous dit, écoutez, moi, je ne m'y retrouve pas dans votre proposition parce qu'il n'y a pas de télétravail. Il partira. Donc c'est quand même... Ça change le rapport de force, non ? Je ne sais pas si ça change le rapport de force, mais en tout cas, ça peut changer l'engagement, en fait. Ouais. Et en fait, nous, entreprises, qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'engagement des collaborateurs. Donc, évidemment, il faut qu'on mette à disposition des candidats ou des collaborateurs déjà dans l'entreprise tout ce qui permet de s'épanouir et de s'engager, en fait. Donc, tout ça, ça en fait partie, évidemment. Le télétravail, les rémunérations différées, éventuellement de la retraite supplémentaire ou complémentaire. Enfin, il y a plein de dispositifs qui font que les collaborateurs se sentent bien dans une organisation, ont envie d'y rester, ont envie de s'engager pour elle. Et en fait, c'est ça qu'on recherche. D'où aussi les mesures d'engagement régulières qu'on peut faire pour essayer d'améliorer et se dire, finalement... La rétention, quoi. Il faut garder les collaborateurs. Exactement. Donc, il faut qu'on ait une capacité de développement, qu'on puisse faire évoluer les collaborateurs, etc. Donc, tout ça, ça fait partie du package global qu'on peut proposer à un candidat et qu'il va regarder attentivement et finalement décider de prendre ou de ne pas prendre. Donc vous répondez implicitement à ma question sur le fait que petit à petit, le salarié a pris l'étoffe. C'était déjà le cas. Je veux dire, il y a quand même aussi une guerre des talents. Ouais. Si j'aime pas tellement le terme, mais il y a quand même une pénurie sur certains postes ou des métiers en tension. Et donc, à un moment, il faut bien... on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. On est d'accord. Patricia Wendling. Moi, je dirais, c'est pas un rapport de force. Il prend pas le pouvoir. La relation s'équilibre. Ouais. Enfin. Voilà. Et il devient véritablement un partenaire. Et ça, c'est ça le vrai. Ce qui change justement le rapport au droit. Oui, alors le rapport au droit, c'est qu'à mon avis aussi, si ce droit évolue vers plus d'égalitarisme,
on aura aussi plus de flexibilité de part et d'autre. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à cette évolution. Le droit du travail a été inventé pour protéger le salarié qui était dans une situation juridique de faiblesse vis-à-vis de l'employeur. À partir du moment... L'histoire du 19e et du début 20e. Et voilà. Et non, mais le licenciement, les règles en matière de licenciement datent de 73. Avant, c'était très facile de licencier quelqu'un. Et je pense, moi, qu'à partir du moment où on fait évoluer le salariat, la notion de salariat, la relation entre les salariés et les employeurs, je fais un peu de prospective, mais nécessairement, ça nous conduit vers plus de flexibilité dans le droit du travail. Et je pense que c'est vers ça qu'on va, mais ça va naître dans les entreprises, que vous disiez tout à l'heure, je rebondis, tout ça, la définition du lieu de travail, du temps de travail, la relation juridique entre l'employeur et le salarié, le contrat de travail, même comment on va le définir, tout ça va évoluer, mais ça va venir des entreprises d'abord. Notre débat va loin et on continuera à le poursuivre sur le plan philosophique et intellectuel, mais c'est aussi une des régulations de notre modèle social. Si le salarié perd ce statut de salarié avec toutes ses cotisations, il faut réinventer tout notre modèle, puisque notre modèle est basé quand même sur le salariat. C'est une réflexion que vous avez où vous dites on est encore dans une réflexion de rétention de nos cadres, rétention de nos talents, on les rémunère à hauteur de leur qualité. Vous n'êtes pas encore dans cette prospective-là. Non, on est encore dans le schéma un peu classique et à essayer de trouver les adaptations nécessaires en fonction des nouvelles organisations du travail. Mais c'est vrai qu'on est encore, je dirais, non pas dans l'ancien monde, mais on est encore dans l'ancien schéma. Ouais. Dans le schéma traditionnel du salariat et de la relation à l'entreprise. Ça vous évoque quelque chose, ça, cette prospective? Parce que ça dérégule tout, en fait, ce télétravail. Moi, je dis, dans la majorité des cas, quand on tourne le dos au salariat, c'est parce qu'il y a une déception. Donc ce n'est pas... Il y a des personnes pour lesquelles il y a une forte appétence pour autre chose que le salariat, mais dans la majorité des cas, quand ça se passe bien, quand on est dans une relation gagnant-gagnant, quand on est respecté, quand on a la confiance, l'autonomie qu'il faut, on reste, on trouve son bonheur là, on le construit et on grandit avec son entreprise. Donc quand on commence à dire au revoir au salariat, c'est qu'on n'a pas trouvé tout ce qu'on nous a promis. Ou que l'entreprise, effectivement, n'a pas répondu. Donc le Code du travail qui était là pour protéger, c'est vrai, mais à quel moment est-ce qu'on parle de cette confiance qu'on n'accorde pas ? Je ne connais pas un article du Code du travail qui vient sanctionner l'employeur pour ça. Oui, c'est assez invisible. À quel moment est-ce qu'on parle d'une reconnaissance, et je ne parle pas de la reconnaissance financière, simplement du bravo, du merci, dont les gens sont si friands, ont tant besoin. Et ça c'est coûte aussi pas cher, tout cela. Et on n'a pas forcément besoin de dire au revoir au salariat, on n'a pas forcément besoin de revoir notre Code du travail qui est plutôt bien fait. On a sûrement à le faire évoluer, mais ce n'est pas le sujet. Donc ne passons pas d'un extrême à un autre, ne fuyons pas ce qui nous semble l'obscurité pour la lumière. On va se retrouver dans un éblouissement et ce n'est pas forcément... Donc c'est encore une fois l'équilibre, le juste milieu. Et ça, il faut entendre. Exactement. Vous êtes d'accord au mot de la fin? Parce que c'est réapprivoiser les salariés en étant dans la bienveillance, dans l'écoute. C'est une de vos philosophies. Oui, la bienveillance pour nous est vraiment essentielle. Et la confiance. Enfin, vous avez beaucoup parlé de confiance et je pense que c'est tout à fait essentiel. On est vraiment dans une relation de confiance et le télétravail l'a démontré. Moi, j'ai des managers qui, même avant le premier confinement, étaient sceptiques par rapport au télétravail pour leurs collaborateurs, ne parlons même pas d'eux-mêmes. Ils n'envisageaient pas une seconde de faire du télétravail. Et j'en ai certains qui, après, m'ont dit ça a très bien marché avec mon équipe. Et moi-même, c'était super. Donc, je vais faire du télétravail. Voilà. Moi-même, j'ai trouvé un équilibre de vie parce que je peux aussi marcher une vingtaine de minutes, faire un tout petit peu de sport pour me sentir bien. Plus de temps avec ma famille. Et ma famille, évidemment. C'était un plaisir de partager ce débat. On va le poursuivre parce que ça ouvre une multitude de portes et de réflexions très profondes sur la relation au travail et la relation que l'on a avec son entreprise. Merci Patricia Wendling, DRH Human Factor et auteur de ce livre Télétravail, mode d'emploi. Je n'ai pas cité votre éditeur. Éditeur indépendant. Ce n'est définitivement pas une mode, mais un mode de travail. Un mode de travail. Merci à vous, Marc-Henri Bernard, DRH de Rémy Cointreau. Exemplaire, a dit Patricia Wendling. En tout cas, vous portez dans votre discours quelque chose. Ça vous fait rire, ça vous fait sourire, mais n'empêche que vous avez un discours effectivement très, très fort, très positif à l'égard de vos collaborateurs. Et puis, maître Thierry Meillat, merci d'être venu sur notre plateau, associé au cabinet Hogan Lovelsa. C'est presque fini, mais pas encore. Fenêtre sur l'emploi. Vous savez, on a connu tous les salons en présentiel, parfois un peu fatigants. On repart avec des bardées de documents. C'est fini. Maintenant, c'est des salons virtuels. On en parle.